Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, donc le rendez-vous ISR, investissement durable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous poser un certain nombre de questions en matière de réglementation, des réglementations qui sont de plus en plus nombreuses pour encadrer justement cette thématique d'investissement, ces stratégies d'investissement. Nous allons nous demander ensemble si cette réglementation permet effectivement de mieux flécher l'épargne des Français, voire l'épargne des Européens, vers des produits ESG. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Élodie Legel, directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Bonjour Élodie Legel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une question centrale qui va nous animer, c'est cette réglementation qui est assez dense, qui n'est d'ailleurs pas finalisée puisqu'il y a de nouveaux textes à venir ou à entrer en application, mais qui permet de fixer un cadre finalement en matière d'investissement ESG. Je ne vais pas donner tous les textes, il y a la CSRD, la SFDR ou le SFDR, pardon. Il y a MIF 1, MIF 2 qui devrait arriver également en 2023. Une question centrale, est-ce que ça permet de mieux flécher l'épargne vers les produits ESG ? Avant ça, juste un petit point de définition. On entend souvent que l'innovation de ces textes, de cette réglementation, c'est l'introduction de la notion de double matérialité, quelque chose qui n'est pas courant à travers le monde quand on parle d'ESG. De quoi on parle exactement quand on parle de double matérialité, Élodie Legel ? Bien sûr. Alors, quand on parle de double matérialité, on parle de deux matérialités. La première, c'est la prise en compte des considérations ESG, environnement, social, gouvernance, bien sûr, parce qu'ils impactent la trajectoire financière du portefeuille, parce qu'ils impactent le risque financier du portefeuille ou les opportunités financières. Là, on est dans la matérialité financière. D'accord. Et la deuxième matérialité, c'est de comprendre comment son investissement, ses placements, l'orientation du capital vont venir impacter la dimension environnementale ou sociale de la société. D'accord. Donc c'est vraiment les deux notions, les deux directions qui sont prises en compte dans cette réglementation. Donc d'un côté, finalement, on prend en compte, par exemple, si je prends un exemple, le risque climatique dans la stratégie financière de l'entreprise, et de l'autre, on va regarder plus loin, on va regarder l'impact finalement de l'entreprise sur des sujets, alors environnement, sociaux ou gouvernance. Exactement. Il y a beaucoup de textes, je le disais en introduction, qui concernent des pans de l'activité d'investissement qui sont différents. On fait peser effectivement une réglementation sur les distributeurs, sur les gérants d'actifs, sur les émetteurs. Il y a une taxonomie européenne qui est toujours pas en discussion, mais en tout cas en discussion quelque part, parce qu'il y a deux... En évolution. En évolution, voilà, disons en évolution plutôt qu'en discussion, qui n'est pas encore totalement figée. On sent que, en fait, l'ESG, on en parle depuis plusieurs années maintenant, mais que là, il y a un cadre qui vient fixer les choses. Est-ce qu'on peut dire qu'entre ce qui se passe au niveau européen, ce qui se passe au niveau français, les réglementations sur les différentes chaînes de valeur de l'investissement, on est vers un écosystème qui permet de mieux flécher l'épargne des Français, si on prend l'exemple français, vers des produits ESG ? Alors, en effet, oui, ça permet de mieux flécher, mais c'est loin d'être fini. D'accord, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. D'abord, effectivement, l'investissement responsable, ça existe depuis longtemps. En revanche, ça a existé dans un cadre qui était non normé. Les définitions n'existaient pas, les exigences de transparence n'existaient pas. Et aujourd'hui, avec ce dispositif réglementaire, au fur et à mesure, les briques arrivent. D'accord, et notamment le premier, et c'est absolument bienvenu, et ça je pense que c'est à le souligner, c'est la transparence, notamment que SFDR exige aujourd'hui quand on traite de l'ESG dans son épargne. Vraiment, qui sont des exigences de transparence pour que les gérants d'actifs puissent vraiment expliquer ce qu'ils font, selon que ce soit un objectif ou simplement une prise en compte, mais qu'ils expliquent. Ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est important pour qu'ensuite les distributeurs ou les conseillers soient en mesure d'évaluer et de faire leur choix. Et ça, avant la réglementation, ça n'existait pas, ou c'était au bon vouloir des On n'avait pas d'exigence ou de cadre très précis sur ce qu'on devait documenter au regard de la prise en compte des critères ESG dans l'épargne. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a l'impression que quand il y a une sorte de flou, finalement, quand on parle d'investissement ESG, et en fait, la principale difficulté qu'on identifie de l'extérieur, c'est qu'il faudrait que tout le monde parle le même langage. Et comme il n'y a pas de cadre, finalement, qui permet d'expliquer quelles données il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut aller vérifier, finalement, chacun parlait un peu son langage ESG, et là, ça vient faire en sorte que tout le monde dise la même chose, c'est ça ? Alors voilà, la première étape, c'est ça. Et la première étape, c'est SFDR, et c'est déjà d'exiger de la transparence. D'accord.
monde raconte ce qu'il fait. Qu'on ait les informations. Voilà, donc là, on n'est pas encore dans le fléchage, parce que ça ne dit pas si c'est ESG, pas ESG. En revanche, ou si c'est intense ou pas intense, un peu beaucoup passionnément, ça exige simplement donc de la transparence pour que le fléchage, ensuite, et on va en reparler parce qu'il y a d'autres aspects qui aident à flécher, mais aujourd'hui, c'est fournir l'information pour que le distributeur ou le conseiller soit en mesure de flécher. Donc SFDR, ça n'est que de la transparence. On n'a pas dedans d'indication de est-ce que justement on est plus ou moins ESG dans sa stratégie. Le D de SFDR, c'est disclosure, donc c'est vraiment une notion de transparence. Il y avait tellement d'attentes de l'écosystème sur des définitions et sur un cadre d'intensité sur le ESG que ça a été aussi beaucoup reçu comme ça, en se disant les articles comme une définition, comme une définition. Il faut vraiment le prendre, et ça c'est important pour ce que c'est. Aujourd'hui, c'est vraiment un cadre de transparence qui permet ensuite d'évaluer et de faire son choix et de faire son fléchage. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas plus d'indications à ce stade sur la stratégie ESG. C'est important parce que du coup, après, ça crée de la confusion. C'est important de ne pas prendre SFDR comme un cadre de définition qui permettrait d'orienter. En revanche, c'est vraiment un outil pour comprendre et faire son fléchage à son niveau. Après, il y a d'autres éléments, et notamment dans MIF 2, il y a d'autres outils qui permettent aujourd'hui de flécher, même si c'est encore assez partiel. Alors, MIF 2, ça concerne pour le coup les distributeurs, c'est ça. D'ailleurs, ça va concerner, puisque ce n'est pas encore entré en application, mais ça va concerner les distributeurs, ceux qui vont choisir avec l'épargnant dans quel type de fonds, dans quel type de produit aller. Et MIF 2, en fait, va obliger les distributeurs à récupérer les préférences ESG, finalement, des épargnants, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est aussi une fois qu'on a toute l'information, il nous faut l'autre côté. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle stratégie on met en place? Où on veut aller? Quelle est la destination? Et donc ça, c'est absolument essentiel, effectivement. Et MIF 2 prévoit que, de la même manière qu'on profilait un profil de risque de son épargnant final, aujourd'hui, demain, les distributeurs devront comprendre les préférences ESG, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon. Il y a différents moteurs du côté de l'épargnant final. Et donc, l'obligation, elle sera sur la prise en compte de ces préférences pour savoir quelle est la destination. Donc, on a de l'information à la destination. Bien sûr. Oui. Et après, il y a le fléchage. Il y a la trajectoire. Mais alors, du coup, la trajectoire, c'est les distributeurs qui vont la donner aujourd'hui en fonction des appétences des épargnants? Exactement. Donc, effectivement, une fois qu'ils ont reçu, qu'ils ont une bonne compréhension, et donc ils ont tout un enjeu aussi de questionnaire à construire pour les comprendre. Mais une fois qu'ils ont compris les préférences de l'épargnant final, effectivement, tout leur enjeu, ça va être de proposer le produit adapté. Bien sûr. Je mets de côté le fait que, évidemment, ça sera après tout ce qui est profilage de risque, adaptation au profil de risque, etc. Mais alors, on revient sur une question de réglementation. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont tous les outils réglementaires pour faire ce profil, pour faire ce fléchage? Partiellement. D'accord. Aujourd'hui, la réglementation... Alors, pourquoi je dis partiellement? Aujourd'hui, la réglementation, elle donne 3 grilles de lecture pour aider les distributeurs. La première grille de lecture, c'est la taxonomie. Et donc la taxonomie verte, qui est là un langage commun pour tout le monde et qui permettra de savoir, dans tous les produits de gestion et d'épargne qui sont offerts, à quelle hauteur le portefeuille est investi dans des activités vertes. D'accord. Donc là, on parle d'intensité pour le coup, l'intensité qu'on n'avait pas tout à l'heure avec SFDR. Exactement. Là, on l'a avec la taxonomie verte. On a un alignement avec les activités vertes. C'est une indication sur le portefeuille que le distributeur a. Le deuxième indicateur qu'il aura, parce qu'on aura obligation en tant que gérant d'actifs de le fournir, c'est à quel point le portefeuille est investi dans des valeurs soutenables. D'accord. Soutenable étant une définition à définir par le gérant d'actifs. J'allais vous demander justement ce que veut dire soutenable, d'accord. Et donc là, c'est vraiment, à la différence de la taxonomie où la définition est la même pour tout le monde, là, la notion de soutenabilité va dépendre de chaque gérant d'actifs. Chacun pourra avoir sa définition, il n'y a pas de définition commune. Il n'y a pas de définition commune. Et la troisième dimension que le distributeur a à disposition, c'est savoir si dans le produit d'épargne, la notion de ce qu'on appelle d'incidence principale négative est prise en compte, c'est-à-dire que est-ce que dans la construction du portefeuille, le gérant fait attention, alors cette deuxième matérialité, mais d'un point de vue vraiment impact très négatif sur l'environnement ou le social. Est-ce que c'est pris en compte dans la construction de portefeuille? Donc on a ces 3 outils-là qui existent aujourd'hui, que les gérants d'actifs vont devoir fournir, et le distributeur, ça va l'aider à flécher
par rapport aux préférences exprimées par l'épargnant. Sachant que si je comprends bien, il y a sur cette grille de lecture, il y a finalement 2 éléments qui sont standards et un troisième où il va falloir, ça va reposer sur une notion de confiance avec le gérant d'actifs avec lequel il va vouloir travailler. Alors cette notion de soutenabilité. Une notion de confiance et surtout une charge je dirais, d'évaluation de la méthode, de compréhension de la méthode. D'accord. etc. Oui. Et ça, c'est le distributeur qui va devoir le faire alors. Oui. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on commence à avoir les briques pour un fléchage, on commence à avoir les grilles pour un fléchage, il faut encore avoir en tête que le rôle du conseiller, le rôle du distributeur reste encore très important dans ce travail de fléchage. Il n'a pas à disposition un GPS. D'accord, il a à bien sûr. disposition un certain nombre d'informations et ça va être son rôle ensuite vraiment de faire... Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'il va falloir que le distributeur devienne un expert ESG, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Oui. Voilà. Et aussi parce que ces notions, elles sont compliquées et quand on va tester des préférences ESG auprès de l'épargnant final, c'est pas si simple à expliquer. Et donc il y a tout un enjeu aussi d'éducation auprès de l'épargnant final pour qu'il arrive à exprimer ses préférences et comprendre les arbitrages possibles qui existent, etc. Donc clairement, oui, il y a un enjeu de formation très fort sur ce sujet. Oui, puisque surtout qu'on voit d'ailleurs un certain nombre. Alors il y a eu des scandales ESG, mais il y a surtout en fait des questionnements aujourd'hui sur la stratégie d'un certain nombre d'entreprises où par exemple, certaines voix peuvent dire regardez, cette entreprise n'est pas du tout ESG à l'heure actuelle, et d'autres voix dire mais si, regardez, il y a tant investi, donc en fait, elle ne l'est pas aujourd'hui, mais demain, peut-être dans 10 ans, elle le sera. Donc comment est-ce que le distributeur ou l'épargnant peut faire la différence entre l'entreprise qui est ESG à l'heure actuelle et celle qui est en train d'amorcer sa mue ou de réaliser sa mue pour les années futures? C'est un point tout à fait essentiel et c'est effectivement cette partie qui est aujourd'hui pas fléché dans la réglementation. C'est-à-dire que quand on regarde la réglementation et un peu les grilles d'analyse, on va avoir cette taxonomie, c'est aligné, c'est pas aligné, aujourd'hui. D'accord. C'est soutenable, c'est pas soutenable, aujourd'hui. Et effectivement, un des enjeux majeurs, puisque il faut se le dire, aujourd'hui, le monde n'est pas soutenable, sinon on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Quand on regarde l'économie, on a l'économie d'à peu près 5% alignée avec des activités vertes, donc 95% de l'économie ne l'est pas aujourd'hui. Oui. Et il y a un enjeu de transformation, il y a un enjeu de transition. Et cette transition, elle a besoin d'être financée, elle a besoin d'être investie. Et le capital privé de l'épargnant et l'épargnant final, via son épargne, a un rôle à jouer dans cette transformation. Et effectivement, un des enjeux importants, qui est important pour nous dans cette réglementation, c'est que demain, elle puisse aussi reconnaître que quand on dirige l'épargne, pas seulement vers les entreprises vertueuses aujourd'hui, et c'est très bien, mais aussi vers les entreprises qui font cet effort de transformation et de transition, eh ben, ça puisse être vraiment reconnu comme des solutions d'épargne ESG, d'investissement responsable, parce qu'on est vraiment effectivement dans cette logique où on a besoin d'utiliser ce capital pour vraiment supporter, aider, financer ces entreprises qui sont en transition. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Élodie Legel, d'être venue partager votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.